Marc Sévrien, que nous appellerons Jean-Marie dans la conversation, nous a proposé très gentiment de faire une conférence sur Odilon Barrot, homme politique peu connu, mais important quant à notre tradition politique. Jean-Marie, que je connais depuis très longtemps, me parle d'Odilon Barrot depuis très longtemps. Il a apporté des notes anciennes, mais qu'il a relues. Il va nous présenter ce personnage et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Jean-Marie, tu as la parole. Merci. Alors, je vais demander c'est d'avoir la gentillesse de prendre une page et de faire passer à une feuille et de faire passer aux autres intervenants. Alors, effectivement, j'ai proposé de parler d'Odilon Barrot. Odilon Barrot et moi, si vous me permettez cette expression un peu cavalière, c'est une vieille histoire. J'ai découvert de manière absolument incidente, grâce à Victor Hugo. Il y a de cela 20 ans, j'étais alors un jeune chargé de TD, un jeune étudiant, je ne dis pas encore chargé de TD, un jeune étudiant en droit public, et j'avais un TD qui était d'histoire des idées politiques. Des idées politiques. Et mon chargé de TD me dit Tissier, vous allez nous parler de Victor Hugo. Ah. Bon, il me dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Vous avez lire Chose vue de Victor Hugo. Chose vue de Victor Hugo, c'était, j'en ai ici un ouvrage, je l'ai été fortement compulsé, comme vous pouvez le constater. 4 tomes, j'avais 15 jours. Et c'est un ouvrage que je vous recommande. C'est un ouvrage admirable. 4 tomes, 55 ans de la vie de Victor Hugo à travers ses carnets intimes. Il a pris pendant au moins 55 ans, il racontait chaque jour les rencontres, ses journées et surtout les rencontres qu'il avait faites avec le monde littéraire, le monde théâtral bien sûr, et surtout le monde politique. Et Victor Hugo est un témoin, pardonnez-moi, à la fois passionné et attristé de la Révolution de 1848. Et dans cette Révolution de 1848, il y a quelque chose qu'il décrit, bien sûr, c'est l'échec. L'échec du gouvernement Odilon Barrot, probablement appelé trop tard par Louis-Philippe, mais qui aussi marque des défaillances, manifeste des défaillances très claires dans sa capacité à prendre des décisions. Victor Hugo sera toujours dur à son égard, sans méchanceté. C'était certainement un homme brillant, mais ce n'était pas un homme d'État, ce n'était pas un homme politique. Un homme politique, c'est un homme qui décide. Barrot ne décide pas, ne tranche pas. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et il y a aussi des portraits tout à fait étonnants de Tocqueville, du roi Louis-Philippe. Il faut lire la description du départ de Louis-Philippe des Tuileries, quasiment avec un bonnet marin enfoncé sur le haut du crâne. Un vieil homme effondré. Marie-Amélie aurait dit en le voyant, mon pauvre ami, vous avez 100 ans. C'est véritablement magnifique. Et puis vous savez, ça c'est presque une légende urbaine, il y a cette description admirable de la lutte contre Napoléon III, l'ennemi de Victor Hugo. Je suis sorti de cette lecture absolument enthousiaste. Et j'ai quand même gardé, je dirais, un intérêt particulier pour cet Odilon Barrot, qui a tenté, qui a essayé, qui a voulu essayer de sauver cette monarchie de Juillet, et je dirais pas seul contre tous, c'est pas le mot, mais qui a essayé de sauver cette monarchie contre la monarchie elle-même. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette affaire, j'y reviendrai, Louis-Philippe a une part de responsabilité qui est considérable. Alors, c'est pas Odilon Barrot, je découvre petit à petit que c'est pas simplement la monarchie de Juillet, parce que la monarchie tombe, la République est proclamée, que deviennent tous ces gens? Nous en parlerons. Il va avoir une vie politique, il va continuer à agir politiquement, et il va même être Premier ministre, on va utiliser cette expression, par commodité, c'est pas le titre officiel, Premier ministre de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. Il n'est pas mince son gouvernement, il n'est pas nul. Quand vous avez Barrot à la justice, quand vous avez Alexis de Tocqueville aux affaires étrangères, quand vous avez
ce ministre qui est auteur de la loi de 1850 sur l'école dont l'on m'échappe tout d'un coup. Merci beaucoup, Patrick, au sein de ce gouvernement. Vous n'avez pas des demi-pointures. Ce sont des gens aguerris, ce sont des gens qui ont déjà une carrière politique, et ce sont des gens qui ont des conceptions claires de ce qu'il faut faire ou surtout ne pas faire. Je vous en parlerai, parce qu'il y a notamment dans cette affaire, dans cette période, un moment très important, c'est la question italienne. Question italienne qui dure au moins sur 10 ans, mais qui commence, allez, dès les derniers mois de la monarchie de Juillet, et auquel Odilon Barrot et Tocqueville vont être confrontés au cours de l'année 48-49, avec en surveillance un président de la République, dont vous vous rappelez, qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, et qui naturellement garde un œil sur ce gouvernement très sourcilleux, parce qu'il sait une chose, il sait que dans cette affaire italienne, il a une carte à jouer. Je vais y revenir. Et puis il y aura, vous savez, le fameux coup d'État du 2 décembre 1851, Barrot est comme Tocqueville. Je vous en reparlerai. Barrot est comme Tocqueville, il est convaincu d'une chose. Si on ne permet pas d'une manière ou d'une autre à Louis-Napoléon de se faire réélire président de la République, on aura un coup d'État. Et ce qu'on aura voulu éviter, on l'aura, mais en pire. Ce qui est très amusant, et Victor Hugo le dit lui-même, la question n'est pas de savoir si on aurait un coup d'État. La question est de savoir quand est-ce qu'on aurait un coup d'État. Pratiquement tout le monde est persuadé. Ce qui explique d'ailleurs en partie que la réaction, on verra, est très faible en 2 décembre. On nous parle du député Baudin, je vais vous montrer comme on meurt, je ne sais plus combien, 3 francs, 30 francs. Bon, mais c'est pratiquement le seul. Cette deuxième République, la République de Barrot, tombe dans une indifférence totale. Et Odilon Barrot va terminer sa vie de manière tout à fait honorable, vice-président du Conseil d'État, la pire, au début de la Troisième République, après des années d'exil intérieur. Il se retire et on n'entendra pratiquement plus parler de lui. Vous voyez, l'image que je vous ai donnée, c'est une image que j'ai trouvée aux Archives nationales. Aux Archives nationales et que j'ai retrouvée dans un dossier qui regroupait l'ensemble des articles qui avaient été publiés au moment de sa mort. Il meurt le 8 août 1973. Et qu'est-ce qu'on met en avant dans cette image de Barrot? Et là, d'abord, le personnage lui-même au centre, dans un médaillon. Et puis vous avez quoi autour? 2 choses. À droite, vous avez la colonne de Juillet. Et c'est vrai qu'Odilon Barrot joue un rôle modeste, mais réel, dans cette révolution de 1830. Et puis vous avez ces 2 images étonnantes, avec presque un côté pathétique. Si vous regardez, vous avez une manifestation en haut à gauche. Vous avez M. Barrot avec son haut de forme. Et puis juste en dessous, il y a toujours Odilon Barrot, qui arrive avec sa petite lettre. Coucou, je suis président du Conseil, et qui tente de calmer les meutes. C'est superbe, c'est pathétique, et totalement idiot. Ça ne marche plus, c'est trop tard. Mais vous voyez, c'est ça en 1873 qu'on retient d'Odilon Barrot. L'impossible réforme de cette monarchie de Juillet. Et si vous lisez les articles, c'est très drôle, parce que vous savez qu'à l'époque, la presse française est extrêmement importante, nos journaux absolument colossales. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'on se copie allègrement d'un journal à l'autre. C'est-à-dire que, oui, il n'y a que les journaux monarchistes, légitimistes, il y en a dans tous les départements, disent exactement la même chose en disant c'est à rater, et finalement tout le monde l'oubliera. Les orléanistes disent ah mon Dieu, quel grand homme ça aurait pu être. Et puis les républicains, se contentent, je dirais, poliment de rappeler la mort du personnage. Alors pourquoi vous allez me dire, bon, très bien, que tout ça est bel et bon, mais qu'est-ce qui justifie que vous veniez encore ce soir nous casser les pieds, nous parlons d'Odilon Barrot? Pour vous dire les choses, j'ai failli faire un mémoire de maîtrise sur lui, j'avais commencé. Et puis, le grand âge et les obligations professionnelles m'ont amené à arrêter et à me consacrer au concours que j'ai obtenu pour être prof d'histoire géo. Bon, le ministère m'a accepté, je me demande encore pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Mais je gardais toujours au fond de ma tête souvenir d'Odilon Barrot, de ce personnage, dont je vous recommande, si vous avez l'occasion, mais Gallica maintenant et Internet permettent d'y accéder sans difficulté, les 4 tomes de mémoire d'Odilon Barrot, parce qu'il a quand même été un personnage important, même s'il échoue. Et c'est justement parce qu'il échoue qui m'intéresse.
le directeur de mémoire m'avait dit c'est intéressant bien sûr de s'intéresser aux vainqueurs, toujours des choses à apprendre, mais c'est aussi tout à fait intéressant de s'intéresser aux vaincus. Pourquoi ont-ils échoué? Qu'est-ce que leur échec nous apprend sur un moment politique, sur une époque, sur une période? Et puis, j'avais envie, parce que paradoxalement, effectivement, Odilon Barrot est encore peu connu. J'avais à l'époque cherché les livres qui avaient été publiés sur lui. Il y en avait un en 1945, qui avait été fait par un auteur qui s'appelait Charles Almeras, qui avait fait un livre en 2 volumes, qui était une reprise de sa thèse, et depuis, plus rien. J'ai cherché récemment pour cette conférence, je me suis dit, mon Dieu, il doit y avoir une quinzaine de livres qui ont été publiés, ou peut-être sur la période, certainement, mais sur l'homme, pourquoi pas? Non. Non, absolument rien, ou très peu. Alors, j'ai comme seule explication que finalement, dans une période où vous avez des hommes politiques qui sont des théoriciens de tout premier ordre, hein, pensez à Guizot, pensez à Tocqueville, pensez à Duverger de Horan, qu'on a oublié, pensez à Thiers, pensez à Lamartine et son histoire des Girondins, notre ami Barrot ne publie rien. Si, il a fait un vague bouquin, je suis un peu méchant, sur la décentralisation. Et déjà à l'époque, tout le monde se foutait de la décentralisation. J'en dirai un mot parce que c'est peut-être plus important qu'il n'y paraît. Et donc voilà, alors, il me semblait quand même qu'il fallait rendre un peu de justice à cet homme-là. Vous me pardonnerez, c'est très prétentieux de ma part de présenter les choses ainsi. En tout cas, de faire en sorte qu'il ne soit pas complètement dans l'oubli. Il a compté. Il a compté, et les articles que j'ai lus au moment de ses obsèques montrent qu'il a été porteur d'une espérance, porteur de quelque chose. Sans doute de manière imméritée, on lui a accordé trop d'honneur, et après peut-être marqué trop d'indignité, mais il a été porteur de cette idée très importante de la réforme, de la peur de la révolution. Il incarne, je dirais, une certaine partie, pour aller vite, de la classe dominante des années 1840 qui n'ont qu'une hantise. C'est que la révolution recommence et qu'avec la révolution, 1793 recommence. Et ça, pour ces gens-là, c'est quelque chose de radicalement impossible. Et alors comment Odilon Barrot rentre en politique? Il est d'une certaine manière un peu prédestiné à ça. Il a un papa qui a été conventionnel, un conventionnel d'ailleurs qui a refusé de voter la langue du roi. C'est un non-régicide. Et il a en même temps, il le dit d'ailleurs dès le premier chapitre de ses mémoires, un grand-père qui a été massacré par des royalistes. Vous voyez là, on voit, je dirais, 2 éléments importants. Le refus de la monarchie d'Ancien Régime, le refus de la révolution. Pour lui, dans les 2 cas, ça ne mène qu'à la tyrannie. Alors le jeune Odilon, il a fait, je dirais, des études tout à fait honorables. Il a fait du droit, personne n'est parfait. Et il a été très vite entouré par les anciens amis de son père, ce qui lui a permis de faire une carrière très rapide dans le milieu juridique. À 23 ans, il est à la Cour de cassation. En 1814, il doit même obtenir une dérogation. Et très vite, il est happé par la politique. Il est happé par la politique, quelque chose de très simple, pardonnez-moi de bredouiller un peu, hein, si je fais des fautes, si je coupe des phrases, j'espère que vous ferez preuve d'indulgence à mon égard. Il est pris par tout simple. Il a plutôt bien accueilli le retour de Louis XVIII. Plutôt. Il n'est pas très bourbon, mais n'oubliez pas une chose que nous oublions toujours à cause de la légende napoléonienne, la France est soulagée dans cette réforme du départ de Napoléon. Vous savez, il y a Gilles Berthier de Sauvigny, dont vous avez vu, que vous connaissez, qui a fait un livre sur la Restauration, commence son premier chapitre en évoquant les rapports des préfets sur l'état de la France début 1814. Et il dit, Napoléon d'ailleurs dit aux préfets, dites-moi réellement ce qu'est le pays, ne me faites pas des compliments, j'en ai rien à faire, dites-moi ce que pense le pays. Et les préfets jouent le jeu. Et en dehors de l'Alsace et de Paris,
ce que demandent les gens, c'est la paix. Pas oublier, on est au bout de 23 ans de guerre. Et le départ de Napoléon, c'est d'abord avant tout la fin de la guerre. Sauvigny décrit la berline de Napoléon sur laquelle les gens crachent. C'est pas, on est très loin de la légende napoléonienne. Donc Louis XVIII, mon Dieu, bon, allez, à défaut d'autre chose. D'autant que la charte, finalement, apparaît plutôt comme une bonne surprise. Et puis, vous savez, il y a cet événement incroyable, le retour de Napoléon, les 100 jours. Il joue tout à tout avec absolument aucun as dans sa poche. Et le pire, c'est qu'il réussit. Ce qui est terrible pour la monarchie. Il a 1000 hommes, et en face, vous avez des armées. Et aucune armée n'arrête à arrêter ce bonhomme. Quand même, non seulement il ne s'arrête pas, mais en plus, il se rallie à lui. Ce qui fait que si j'étais méchant, je dirais qu'à la fin, c'est Louis XVIII qui a 1000 hommes, et l'autre qui a toutes les armées derrière lui. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais il y a ça. Et il se trouve que il fait partie des étudiants, Odilon Barrot, pardon, des étudiants en droit qui vont signer, vous savez, cette pétition, qui disent nous ne voulons pas du retour d'Attila. Sympathique pour Napoléon. Et il se porte volontaire pour garder les Tuileries. Il est garde aux Tuileries. Et il est garde aux Tuileries la nuit où Napoléon revient à Paris. La description, dans ses mémoires, c'est un passage absolument extraordinaire, parce qu'il le dit, j'étais hostile fondamentalement au bonhomme. Il n'y a rien qui ne peut avoir grâce à mes yeux de Napoléon. Mais il dit, il y a cette atmosphère, il y a cette foule. Dans la nuit, il y a les torches. J'aperçois la berline qui ouvre au loin. On sort Napoléon de sa berline, on le porte sur les épaules. Le peuple qui se met à crier la Marseillaise. Il dit, j'ai beau être hostile à Napoléon. À ce moment-là, ça vous prend triple. Et c'est quelque chose d'important parce que ça aussi permet de comprendre un peu tous ces gens qui se rallient à Napoléon Ier dans cet épisode qui est tragique, qui sont les 100 jours, parce qu'une tragédie diplomatique, c'est une tragédie politique, c'est une tragédie militaire. Le pire service que Napoléon ait rendu à la France, c'est de revenir. Mais quand même, là, il y a une espèce de moment de ferveur nationale, même le jeune étudiant en droit, procédurier, qui déteste l'aventurisme napoléonien, là, il est pris au trip. Bon, ça n'empêche pas de rester gentiment de côté. Il n'est pas du tout heureux de l'attitude de Benjamin Constant, qui rédige l'acte additionnel de constitution de l'Empire. Et puis, vous le savez, ça se termine à Waterloo. Victor Hugo nous l'a décrit de manière sublime, dans Les Misérables, la fameuse mort de plaine, et tout ça se termine en eau de boudin. Et Louis XVIII revient. Louis XVIII revient, la France est affaiblie. Et il y a quelque chose qui d'emblée va frapper le jeune avocat, c'est la terreur et la terreur blanche, la revanche. La revanche de tous ces gens qui ont eu peur. La revanche de tous ces gens qui ont été lâches, qui ont été incapables de mourir pour le roi dont ils se réclament, à corps et à cri, et il devient très vite un adversaire farouche, forcené des sultans. Je dirais presque, si j'étais méchant, je dirais il les hait. Et il va faire son métier, d'avocat. Et on va le solliciter très vite pour venir défendre tous ceux qui peuvent être poursuivis. Pour avoir été supporter de Napoléon, ou même simplement pour être resté neutre. Et vous avez des cours prévôtales un peu partout dans les départements, qui sont à la fois mi-militaires, mi-civils, et qui jugent, je dirais pas à tour de bras, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur de la terreur blanche, mais qui en tout cas menacent de lourdes sanctions des gens finalement, pour la plupart, ont très peu de choses à se reprocher, sauf, je vous le dis, d'avoir été pas plus courageux que ceux qui se gargarisent d'être des artisans de la monarchie de Louis XVIII. C'est les ultras qui sont plus royalistes que le roi. Et donc Odilon Barrot va là acquérir une réputation de défenseur des libertés, et qui est extrêmement important. Et il rentre, sans être pour autant un adversaire de Louis XVIII, il rentre quand même très clairement dans une optique d'opposition, sinon au régime, du moins au gouvernement qui succède. Alors certes, il est un peu plus satisfait de l'arrivée à partir de 1816, vous savez, c'est Louis XVIII qui met finalement fin à la réaction, en provoquant une dissolution de la Chambre des députés et en faisant en sorte que les libéraux l'emportent. Ça sera les grandes heures, je dirais, en 1820, avec un bonhomme tout à fait remarquable, dont vous avez certainement tous entendu parler, qui est le duc de Richelieu,
l'arrière-petit-neveu du fameux cardinal. Et Odilon Barrot est un peu plus nuancé dans sa critique. Après tout, il y a une pratique de la charte qui se met en place et qui n'est pas inintéressante. On a un parlementarisme sans nom. On a des ministres qui démissionnent lorsqu'on les menace de mettre en cause leur responsabilité pénale. Ils ne sont pas poursuivis devant les tribunaux, mais le meilleur moyen d'éviter d'être poursuivis, c'est de ne plus être ministre. Donc ils démissionnent. Et Odilon Barrot garde un certain intérêt. Il se retire non pas de la vie politique, mais il apporte une attention particulière à son cabinet, qui devient un cabinet prospère à Paris, qui devient un cabinet qui non seulement se consacre aux libertés publiques, mais aussi aux affaires. C'est-à-dire que les affaires, ça rapporte. Et qu'Odilon Barrot est un jeune homme qui a envie finalement d'avoir une situation assise dans la société. Et puis arrive notre bon Charles X, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Charles X a de quoi agacer souverainement Odilon Barrot. Et il y a quelque chose qui est important pour comprendre Odilon Barrot, c'est un anticlérical farouche. Il faut aussi comprendre le contexte de l'époque. C'est un personnage qui a été choqué, comme beaucoup d'autres. François Furet parle d'ailleurs de Proudhon, expliquant que c'est ces périodes-là où l'Église se veut à nouveau conquérante, où il faut réévangéliser les esprits, et où on compte sur le pouvoir royal pour finalement appuyer cela. Et ça, Odilon Barrot, c'est très clair, c'est niette. C'est même pas la peine d'essayer de discuter. Et il y a quelque chose qui va particulièrement, je dirais, susciter sa défiance, c'est la fameuse loi de 1825 sur le sacrilège. Alors, la loi de 1825 sur le sacrilège, vous la connaissez sans doute, c'est une loi qui prévoit que si jamais vous cassez des hosties, ou si vous brisez même des ornements sacrés, eh bien, vous pouvez être condamné à la peine de mort. Ce n'est quand même pas rien. Et oui, réfléchissons un instant. Essayons de penser comme les songe-creux qui ont pensé à ça. Dans l'hostie, il y a la présence réelle du Christ. Donc, okay, absolument. Donc, l'hostie n'est pas simplement un bout de pain. Une vision protestante. C'est une hostie, effectivement, si elle est consacrée, il y a la présence réelle du Christ, mais si vous portez atteinte à ces hosties, si vous les piétinez, si vous les faites tomber, si vous faites quoi que ce soit que vous n'avez pas à faire, eh bien, c'est exactement comme si vous tuiez le Christ à nouveau. Dès lors, la seule solution qui est possible, c'est de vous envoyer gentiment à la guillotine. Vous imaginez bien qu'une telle loi ne peut que susciter chez les secteurs libéraux de la société de l'époque, et Odilon Barrot à cette époque adhère à la franc-maçonnerie, et il n'est peut-être pas innocent que ça se passe à ce moment-là, c'est vent debout. C'est hors de question d'accepter ça. Et donc il va se faire l'avocat de tous ceux qu'on essaie d'accuser, même s'il ne faut jamais oublier, les tribunaux sont extrêmement réservés sur cette loi. Et beaucoup de juridictions refusent purement et simplement de poursuivre qui que ce soit là-dessus. Je vous avoue, c'est l'avis de Jean-Marie Tissier, donc c'est à prendre avec beaucoup de précautions, et il faudrait étayer ça par des recherches davantage. Je pense pour ma part que la révolution de 1830 commence véritablement à ce moment-là, quand une partie de l'appareil d'État, et en l'occurrence l'appareil judiciaire, dit moi je ne marche pas. À l'époque, il faut savoir aussi, les anticléricaux sont un peu lourdingues. Il y a beaucoup d'étudiants qui font des plaisanteries de potache un peu pathétiques. C'est la caractéristique des plaisanteries de potache. Alors, un des grands jeux était de rentrer l'air confié en dévotion dans une église, de s'approcher le plus près possible du bénitier, de se mettre de dos, en ayant l'air de psalmodier quelques prières, et tranquillement de vider un encrier à l'intérieur, dans l'eau bénite, ce qui fait que les dames patronesses qui suivaient, venant pour se signer, eh bien, se mettaient de l'encre sur la figure, ce qui les faisait pousser des hurlements naturellement et crier à l'impiété. Plaisanterie de potache stupide, mais bon. Voilà, il y a vraiment, je crois qu'on n'imagine plus aujourd'hui, c'est un moment important, la question du cléricalisme devient à ce moment-là une question importante. Ça aura des répercussions jusqu'à la loi de 1905. La lutte contre l'Église et la lutte de l'influence des ambitions politiques de l'Église, elle se forge là.
dans cette espèce d'union entre l'Église et la monarchie. Furet parle de l'union dans le malheur. Hein, jusqu'en 89, la relation entre la monarchie et l'Église est plus que difficile. On a là un spécialiste dans la salle. Mais la Révolution fait que finalement, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et avec Charles X, ancien libertin, qui à partir de 1805 se confie en dévotion, eh bien on a là une pièce de choix qui va faire exactement tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Très clairement là, Odilon Barrot passe à la position politique au régime, et il garde des liens extrêmement étroits, il entretient des liens extrêmement étroits avec les principaux hommes politiques, notamment un certain Guizot, qui commence à trouver que ce gouvernement va trop loin et qu'il faut essayer de réorienter la monarchie. Alors il y a en 1827 des élections législatives, et en 1827 il y a une association qui est créée, on ne parle pas d'association, à l'époque il y a un groupe, qui a un nom qui pour la part de gens sérieux fait quand même assez étonnant, Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est quoi? C'est une association qui veille, qui en fin de compte au départ veille simplement à collecter les résultats électoraux et à faire en sorte que les élections soient honnêtes et essayer d'envisager des recours si jamais les élections sont truquées. Or, les élections sont assez facilement truquées. Je vous rappelle qu'à l'époque, on a des conditions électorales très compliquées, le sens est très limité, et vous n'avez que, dans certaines circonscriptions, que quelques centaines d'électeurs. Donc le candidat connaît les électeurs qui veulent voter, le préfet aussi, et ça aide. Ça aide à s'enrichir éventuellement, car la corruption est aussi quelque chose qui est très important. On retrouve un petit peu, et là les spécialistes me démentiront peut-être, ce qu'on connaît au XVIIIe siècle en Angleterre avec les fameux bourgs pourris. Vous achetez votre circonscription. Si vous êtes doué, vous l'achetez. Bon. Les années qui suivent 1827 poussent Barrot à s'engager plus avant dans la carrière politique. Pourquoi? Parce qu'il y a clairement quelque chose, il y a un événement important qui a lieu dès 1829, c'est la nomination du ministère Polignac. Pourquoi c'est important la nomination de ce ministère Polignac? Parce que ça démontre une chose, c'est que Charles X ne veut pas tenir compte d'une évolution, c'est une évolution de fait, pas de droit, qu'un gouvernement doit avoir la confiance de la majorité de l'Assemblée. Et Polignac, dont notre ami Olivier Moulin est un spécialiste, Polignac, c'est l'incarnation même de l'Ancien Régime et de la réaction. Vous voulez provoquer un incendie, c'est pas compliqué, vous nommez Polignac. Et Charles X le nomme. Ce qui est considéré par toute l'opposition libérale comme une véritable provocation. Bon, voilà, Polignac met un peu de temps à agir, mais 1830, mai ou juin, il est renversé. Et donc Charles X décide de nouvelles élections. Les élections ont lieu. Notre ami Odilon Barrot est toujours avec sa petite association Aide-toi, le ciel t'aidera. Et il est candidat pour la première fois. Ça se passe plutôt bien, mais pas aux yeux de Charles X. Pas aux yeux de Charles X qui considère que cette élection ne le satisfait pas du tout par son résultat. Et donc il décide immédiatement une deuxième dissolution, c'est les fameuses ordonnances qui ne portent pas simplement sur l'élection elle-même, mais aussi sur la liberté de la presse. En fait, Charles X veut remodeler totalement la vie politique, au sens large, c'est-à-dire aussi bien renforcer le sens de telle manière à ce qu'il n'y ait que les plus riches qui votent, renforcer le contrôle sur la presse, faire en sorte, l'opinion publique ne le suit pas, ce n'est pas grave, on va reforger l'opinion publique. Vous le savez, je n'insiste pas là-dessus, c'est un désastre qui entraîne la chute de la monarchie de Juillet. C'est un moment important parce que... De la Restauration, pardonnez-moi, je vous y vouloir m'excuser. C'est un moment important parce que déjà on voit Odilon Barrot apparaître dans cette affaire. C'est pas un meneur. Il fait partie de cette classe politique où il est d'ailleurs sur la même longueur d'onde que des gens comme Laffitte, comme Guizot, etc.
il n'aime pas cette révolution. Il ne l'aime pas du tout. Et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il ne l'aime pas? Parce que tout simplement c'est une révolution. Pour ces gens-là, ça n'est pas acceptable. Ce qu'ils veulent, c'est une évolution. D'aucuns diraient une évolution à l'anglaise, peut-être, peu importe, mais ils ne veulent pas de révolution. Et ils vont pendant plusieurs jours, et Odilon Barrot fait partie des émissaires qui sont envoyés d'abord à Saint-Cloud, puis à Rambouillet, auprès de Charles X, pour lui dire, allez, vous renoncez aux ordonnances. Allez, on renonce aux ordonnances, on oublie tout. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est frappant. Odilon Barrot dit dans sa première rencontre à Charles X, écoutez, vous signez un mot, une lettre, comme quoi vous renoncez aux ordonnances. Et vous nommez le duc de Mortemart chef des ministres, ou premier ministre, je vous utilise cette expression, est inappropriée pour aller vite. Et moi je vous assure, à Paris, Lafayette, qui est à l'hôtel de ville, est prêt à trouver un compromis avec vous. Mais il faut un engagement ferme. Charles X refuse. Pourquoi le roi devrait-il signer un engagement écrit? Si le roi donne sa parole, ça suffit. Et vous voyez, dans ces petits détails, on voit là à quel point on a deux mondes qui ne se comprennent pas. Deux mondes qui ne se comprennent pas, et vous avez les manœuvres fort habiles de Louis-Philippe, qui très vite comprend tout l'avantage qu'il peut tirer de cette affaire. Il se fait d'abord, je crois, le 30 juillet proclamer lieutenant général du royaume, et le 1er août, il deviendra roi des Français. Mais ces gens qui acceptent cette nouvelle monarchie, elle n'est pas acceptée dans l'enthousiasme. D'abord parce que, contrairement à ce que peint Horace Vernet, je ne suis pas convaincu que le peuple de Paris ait eu qu'une envie, c'est d'aller chercher le duc d'Orléans au Palais Royal pour l'emmener à l'hôtel de ville ou aux Tuileries. C'est plus que douteux. Mais aussi parce que ces gens-là ont une réaction qui est assez simple et qu'on peut comprendre. Si le nouveau roi était fait par l'émeute, une autre émeute pourra très bien le défaire. Et vous savez qu'on va se battre, et Odilon Barrot ne se bat pas trop là-dessus, mais c'est Guizot qui est qui vraiment là-dessus est vent debout. Il veut absolument que Louis-Philippe se fasse proclamer Philippe VII. On dit pas possible. Vous voulez créer une continuité, alors que, au contraire, il faut insister sur le changement. C'est une nouvelle dynastie, donc ça ne sera pas Philippe VII, ce sera Louis-Philippe, ça sera Louis-Philippe Ier. Et on associe toujours dans l'idée de la monarchie de Juillet Louis-Philippe et Guizot, mais il mettra du temps à se rallier. Ça continuera il s'y ralliera pleinement, mais véritablement il faut comprendre ces gens-là qui n'aiment pas beaucoup. Et dans ses mémoires, Barrot évoque un personnage. Alors c'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage quaternaire. Un type qui s'appelle Dumoulin, une sorte de fou. Vous savez, c'est le fou qu'on voit dans toutes les réunions politiques, qui veut absolument en placer une. Et alors Dumoulin a décidé qu'il était l'homme de la situation, qu'il allait rétablir l'Empire. Donc que fait Dumoulin? Il va à l'Opéra Comique, il pique un costume, avec des plumes partout, et l'homme se balade sur les barricades, vive Napoléon, vive Napoléon. On lui gueule dessus, mais planque-toi, qu'est-ce que tu fais là, crétin, tu vas prendre une balle, etc. Et on retrouvera Dumoulin en 1848. Et Odilon Barrot en parle encore, le fou de service n'est pas encore mort. Et il aura ce mot d'ailleurs en 1851, en évoquant le 2 décembre, mais finalement on a eu tort de se moquer de Dumoulin, parce que le 2 décembre, c'est Dumoulin qui a gagné. Et bon, Louis-Philippe est roi, et on se tourne vers Odilon Barrot, surtout Laffitte et Lafayette. Laffitte est Premier ministre, Lafayette a encore pour quelque temps, je dirais, une magistrature d'influence importante, et il lui dit, écoutez, il faudrait quand même que Charles X foute le camp, le plus pacifiquement possible. Donc vous allez aller le voir, vous allez d'abord, le convaincre, et 2, organiser son départ. Bon, ils y vont à 3. Odilon Barrot, qui est un peu qui mène la délégation, arrive à bluff Charles X, lui, écoutez, il faut que vous partiez. Vous avez combien d'hommes? Oui, Charles X lui dit fièrement, j'ai 40 canons et 20 000 hommes. Qui sait très bien, nous on en a 2 fois plus, et 2 fois plus de canons et 4 fois plus de soldats. C'est complètement faux. Il dit, ils sont à trappe, ils arrivent. Et donc Charles X cède et décide de partir. Alors il faut organiser le départ. C'est très important. Ils vont mettre 15 jours pour faire Rambouillet-Cherbourg.
même à l'époque, c'est long. Et on dit à la fois deux choses à Odilon Barrot, parce que pendant les 15 jours, il cesse de recevoir des courriers du gouvernement. Un, pour l'engueuler en disant comment ça se fait qu'il n'est pas encore parti. Et deux, alors surtout, vous le protégez de la population, pas de vindicte, il faut que tous les égards lui soient réservés. Et Charles X est d'un bonhomme odieux. Il y a une vieille diva qu'on trimballe. Vous connaissez le film qui s'appelle Boulevard du Crépuscule. Eh bien, Charles X, c'est à peu près l'équivalent de la vieille actrice qui fait des caprices. Et Odilon Barrot, c'est Eric von Stroheim. Et il y a, je vous donne un exemple, Odilon Barrot raconte ça, on arrive dans une auberge, je ne sais plus exactement où, et catastrophe, toutes les tables sont rondes. Et Charles X dit, moi je ne reste pas là. Il ne dit quand même pas que je dîne avec des gens sur une table ronde. Où est le problème? Bah, écoutez, si je suis à une table ronde, tous les partenaires sont à égalité. Le roi n'est pas à égalité avec les gens avec qui il dîne. On va voir le bergiste, c'est vraiment pas une table un peu carrée? Non, non. Bon, puis Odilon Barrot a une idée, vous n'auriez pas une scie par hasard. Et bon, le bergiste dit, bah oui, donnez-moi ça. Et on scie une table pour que Charles X puisse présider le bien. Et ça a à la fois un côté un peu grotesque, on aurait pu l'engueuler en disant, écoutez, vous n'êtes pour rien, ou bien vous nous foutez la paix et on vous fout dehors à vous prendre dans le cul, parce que sinon, c'est les gens du coin qui vous trucident, mais ça suffit. Non, non. Tout faire pour que le départ du roi ne soit pas l'équivalent de ce qui s'est arrivé à Louis XVI. Donc, on fera preuve d'égard vis-à-vis du vieux monarque jusqu'au bout. Et il va les emmerder copieusement jusqu'au bout. Pardonnez-moi, ce n'est pas un discours de conférence, mais c'est véritablement ça. Et je vais vous dire que les lettres d'Odilon Barrot, d'enthousiasme, dès qu'il a vu le bateau quitter le port de Cherbourg, sont totales. Le vieux est parti. Youpi. Bon. Voilà donc Odilon Barrot libéré de la tutelle royale. Mais vous voyez vraiment, l'homme ne manque parfois pas d'humour parce qu'il se rend compte du côté un peu grotesque de cette histoire. Et en même temps, il décide de rentrer, il est ramené à Paris et il veut continuer cette fois-ci sa carrière politique. Cette fois-ci, il est lancé. Et bien que député, on va le nommer à un poste assez étonnant. Le voilà préfet de Paris. Bon. En gros, chargé du maintien de l'ordre, le chef du gouvernement, c'est Laffitte. Laffitte a confiance en Barrot et lui dit, mon cher ami, vous allez vous occuper de tenir Paris. Bon, on ne s'improvise pas nécessairement préfet de Paris facilement, y compris à l'époque. Et il va très vite s'en rendre compte à ses dépens. 1831, février, il y a une messe qui est célébrée à Saint-Germain-l'Auxerrois pour la mort du duc de Berry en 1800. Autrement dit, nos amis royalistes légitimistes tiennent à faire savoir qu'ils sont toujours là. Et la cérémonie se passe plutôt bien. Le problème, c'est que vous avez des étudiants à la sortie, encore nos étudiants républicains ou libéraux, qui, c'est pas avec des encriers qui sont cette fois-ci, c'est beaucoup plus avec des pavés, et ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Saint-Germain-l'Auxerrois est abîmé, et le cardinal de Paris, Monseigneur de Quellen, l'archevêque de Paris, pardonnez-moi, fait savoir au gouvernement qu'il est extrêmement choqué et qu'il ne pensait pas que l'on fait preuve autant d'anticléricalisme, etc. Ça va coûter à Odilon Barrot sa place de préfet de Paris. Alors, est-ce que véritablement il a laissé faire? Là, encore une fois, c'est déjà caractéristique d'Odilon Barrot. Quand on lui dit, mais vous n'avez pas agi, il a dit, j'attendais des ordres. De temps en temps, il faut savoir prendre des initiatives. Non. Et vous pensez bien que le ministre de l'Intérieur ne va pas lui dire, naturellement, cher ami, je me rends bien compte que j'ai fait une bêtise, c'est ma faute. Il va naturellement virer son subordonné en disant, écoutez, on n'applique pas mes directives. Même si celle-ci n'existe pas, c'est pas grave. Donc, Odilon Barrot n'est plus préfet de Paris. Donc, il va se retourner vers la députation. Il est député de l'Aisne. Il va être député de la même circonscription pendant 18 ans. Et il est élu à Chauny, dans l'Aisne. Ville admirable que je ne connais absolument pas, mais qui a eu comme principale qualité d'avoir Odilon Barrot comme député. Alors, il est élu d'ailleurs à l'époque dans beaucoup de circonscriptions. Il est même élu à Strasbourg. Vous pouvez vous présenter dans plusieurs circonscriptions à la fois, ça restera longtemps, au moins jusqu'à la fin du Second Empire. Et il ne s'en prive pas. Et alors bien sûr, ensuite, la question est de savoir quelle circonscription vous devez représenter. Parce qu'effectivement, avec l'ambition de se représenter au même endroit 4 ou 5 ans plus tard, les autres circonscriptions
dont vous refusez l'élection, étant particulièrement vexé du refus que vous manifestez à l'égard de la gentillesse dont ils ont eu à votre égard. Bon. Donc il va très vite passer non pas à l'opposition au régime, mais à l'opposition à la monarchie telle qu'elle se pratique. C'est-à-dire, en gros, il y a pour les hommes de Juillet, il y a deux tendances. Il y a l'ordre et il y a le mouvement. Et pour Odilon Barrot, il y a une chose qui est très claire. Il faut comprendre le message de Juillet. Si on ne comprend pas le message de Juillet, ce qui s'est passé en juillet 1830 se reproduira à un moment donné. C'est quoi le message de Juillet? C'est qu'on ne peut pas fonder une monarchie sur un suffrage ultra-censitaire. Il faut élargir le droit de suffrage. Odilon Barrot n'est pas, et comme d'ailleurs tous les hommes de sa tendance qui va naître à ce moment-là, de la gauche dynastique, n'est pas favorable au suffrage universel. En tout cas, pas tout de suite. Mais il est convaincu qu'il faut élargir le champ du suffrage. Il y en a un autre qui en est en partie convaincu, mais c'est plus compliqué, c'est Guizot. Mais pour Guizot, c'est différent. Et là, ils ne s'entendent pas. Ça va être la grande confrontation sur la question. Pour Guizot, finalement, vous savez, c'est la fameuse phrase, toute ma vie, je me suis battu pour le gouvernement des classes moyennes. Et on voit donc Guizot comme finalement un personnage un peu obtus, qui ne veut pas faire évoluer les choses, qui ne veut simplement qu'une couche sociale qui soit au pouvoir. Et c'est un peu, et d'où le sens qui a légèrement été abaissé en 1830, mais qui reste quand même élevé. Mais il ne faut jamais oublier une chose. Deux choses. Premièrement, pour Guizot, la France a vocation à s'enrichir. Et la France s'enrichissant, eh bien, automatiquement, le nombre d'électeurs augmentera. Donc, pas besoin d'abaisser le sens, puisque finalement, petit à petit, par la loi, il y aura de plus en plus d'électeurs. Donc, pourquoi précipiter les choses? Deuxième élément qui est important chez Guizot, c'est l'importance des questions municipales. En 1831, il y a eu une loi qui a été soutenue par Guizot, soutenue par Barrot, qui fait que le corps électoral pour être élu au conseil municipal est plus large, il y a plus d'1 million d'électeurs. Donc vous voyez, en quelque sorte, vous avez une sorte de trajectoire. Par étapes, vous devenez un citoyen à part entière, en termes politiques. Vous commencez à progresser un peu dans la société, vous avez la possibilité d'élire le conseil municipal et de vous intéresser aux choses municipales. Et puis petit à petit, si vous prospérez bien et que vous devenez de plus en plus riche, eh bien vous pourrez devenir un électeur pour les élections législatives, même qui sait, peut-être député. Donc il y a cette idée de progressivité. Odilon Barrot n'est pas d'accord. Pour Odilon Barrot, même s'il est hors de question d'aller au suffrage universel, il faut quand même élargir le sens. Il faut donner une base large à la qui s'est mise en place. Sinon, ça ne marchera pas. Il y aura toujours mieux. C'est un peu une idée qui est assez pertinente. Pourquoi préférer la copie quand on peut avoir l'original? Après tout, s'il s'agit d'avoir un sens restreint avec un roi, j'y reviens dans un instant, qui peut tout faire, la monarchie, la restauration marchait très bien, Charles X, c'était parfait. En plus, c'était un homme très aimable, qui était très apprécié des députés et des membres de la Chambre des Pairs. C'était un crétin utile, mais un crétin parfait. Louis-Philippe ne peut pas être ça, et la monarchie de Juillet ne peut pas être ça. Puis un deuxième élément, qui est très important, c'est le rôle du gouvernement, le rôle des ministres du gouvernement. Est-ce qu'on a des ministres ou un gouvernement? Ou pour dire les choses autrement, est-ce qu'on a des ministres du roi ou est-ce qu'on a un gouvernement avec un véritable chef du gouvernement? La question ne se pose pas d'emblée, parce que après le départ de Laffitte fin 1830, arrive un bonhomme extrêmement intéressant qui s'appelle Casimir Perier, dont le fils, qui s'appellera aussi Casimir Perier, sera président de la République. Et Casimir Perier, lui, entend bien être un véritable chef du gouvernement. Et d'ailleurs, Louis-Philippe, on en a des traces, passe son temps à maugréer, parce que finalement, Casimir Perier ne tient pas au courant d'un certain nombre de choses. Il dit pour votre rôle, vous êtes roi, m'enquiquinez pas, moi je gouverne. Et il va se passer quelque chose de plus simple. 1832, la dernière épidémie de choléra à Paris. Et Casimir Perier, qui est un homme qui a vraiment énormément travaillé, qui est un homme fatigué, va contracter le choléra et va en mourir. 1832, c'est une année très importante.
Quand j'étais chargé de TD il y a longtemps, je faisais l'histoire de la monarchie de Juillet avec mes étudiants, je posais cette question en l'année 1832. 1832, il y a 4 choses. Il y a la mort de Casimir Perier. Il y avait la mort du général Lamarck et les émeutes républicaines. Vous avez la mort du duc de Reichstadt, le petit roi de Rome, et vous avez un garçon très sympathique et totalement délirant qui s'appelle Louis-Napoléon qui se dit mais finalement l'Empire c'est moi. Et vous avez en même temps la folle dingue de la famille royale qui est la duchesse de Berry qui tente une affaire auquel personne ne croit. C'est un bide monstrueux, mais qui va être très utile pour le régime parce qu'elle va servir d'épouvantail. Elle sera d'ailleurs traitée de manière absolument scandaleuse et peu honorable de la part des gens qui sont au pouvoir. Et donc, vous voyez, c'est une année importante. Et je dirais l'élément le plus important pour nous, c'est la mort de Casimir Perier. On me dira, c'est pas bien grave, il y a un président du Conseil qui meurt, on en nomme un autre. Ah non. Non, Louis-Philippe ne trouve pas que ce soit nécessaire. Il est très content, il y a des ministres, il travaille bien. Et s'ils ont besoin d'avoir des directives, il n'y a pas de problème, il est là. Donc pourquoi voudriez-vous qu'on nomme un nouveau gouvernement? Et vous voyez, il va y avoir là l'opposition qui naît dès ce moment-là entre deux conceptions du gouvernement et de la monarchie de Juillet. Il y a ceux qui disent, la phrase est attribuée à Guizot, le trône ne saurait être un fauteuil vide. Et vous avez ceux qui, avec Thiers, disent le roi règne, mais ne gouverne pas. C'est quelque chose de très important, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, et je dirais qu'il y aura des conséquences de l'absence de résolution de cette question va naître en partie la Révolution de 48. Alors les ministres sont loin d'être médiocres. J'ai évoqué Guizot, il faut toujours se souvenir de la loi de 1833 sur l'éducation primaire, le début de développement du système scolaire de masse, si j'ose dire, en France, on le doit à Guizot, on le doit à la monarchie de Juillet. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais très vite, on a de la part de ceux qu'on va appeler désormais la gauche dynastique, et qui se regroupent autour de deux personnages, Thiers et Odilon Barrot, le refus d'une pratique gouvernementale qu'il juge mauvaise. Alors Louis-Philippe triche, plutôt il joue habilement d'ailleurs. Il va mettre dans un même gouvernement deux têtes d'affiche qui vont se neutraliser l'une l'autre. Et donc lui, il tranche pour rendre service. Imaginez pas. Et il va ensuite bénéficier d'éléments très importants. Vous savez qu'il est, Louis-Philippe a cette particularité, je crois qu'au XIXe siècle, il a le record de tentatives d'attentat contre lui. Et il faut bien le reconnaître, il a une baraka, si je me permets l'expression, absolument incroyable. L'attentat le plus incroyable auquel il a échappé, c'est au guichet du Louvre. Il sort du Louvre, il est en calèche. Il passe devant la garde, qui présente les armes, naturellement, incline le drapeau, il baisse la tête devant le drapeau et le coup part à ce moment-là. Si la balle était partie, ne serait-ce que quelques secondes avant, on avait un Louis-Philippe avec un vautre rouge entre les deux yeux. Comment voulez-vous que cet homme-là ne croit pas à sa baraka? C'est hallucinant. Et vous le savez, il y en a un qui est par contre resté beaucoup plus célèbre, c'est la fameuse attentat de la rue Transtenin, la machine infernale de la rue Transtenin, qui est un véritable massacre. Des pauvres gens de la rue se font tuer. Je crois que c'est le général Molitor qui il laisse sa peau. Et l'opinion publique, là, c'est un moment important. Il y a un courant, allez, on va appeler ça républicain pour aller vite, républicain voire socialiste. N'oubliez pas, en 1831, on a eu la révolte des Canuts. La révolte des Canuts à Lyon. Ça recommence en 1834, le drapeau rouge devient le symbole des révoltés du socialisme. Il y a une première période, je dirais, où il y a une sorte de tentation terroriste. Évidemment, le courant républicain est annoncé. Bon, très vite que non seulement ça ne marche pas, Louis-Philippe est insupportable, mais en plus l'opinion publique ne suit pas, les gens ne suivent pas. Il y a vraiment la rue Transtenin, c'est quelque chose qui marque. Il y a des innocents, il y a des enfants qui sont tués. Et d'une certaine manière, ça renforce un petit peu Thiers et Odilon Barrot. Vous voyez bien qu'il faut y aller progressivement. Vous voyez bien qu'on ne peut pas laisser comme ça cette effervescence. Bon, et on traîne comme ça. Alors, Thiers et Odilon Barrot finissent par
pas se fâcher, mais en 1836, Thiers accepte de devenir président du Conseil de notre ami Louis-Philippe. Il le reviendra en 1840. Odilon Barrot, c'est net. C'est net, d'autant que les choses ne changent pas. Et puis vous avez un moment très important. C'est effectivement en 1839-1840, c'est l'arrivée de Guizot cette fois-ci aux affaires, mais de manière extrêmement durable, puisqu'il restera aux affaires jusqu'à la Révolution de 48. Alors attention, petite précision encore. Restons dans notre problématique du chef du gouvernement. Guizot n'est pas chef du gouvernement. Il est ministre des Affaires étrangères. Qui est chef du gouvernement? C'est comme dans le roman de la momie de Théophile Gautier, c'est une momie, c'est le maréchal Soult. Qui est président du Conseil, qui est déjà un vieux personnage, très sympathique, très respectable, et d'ailleurs à qui on ne demande pas plus. Chose intéressante d'ailleurs, et Odilon Barrot voit ça avec une certaine méfiance. Si vous avez vu l'exposition de Versailles sur Louis-Philippe, le culte de Napoléon. Louis-Philippe, cette monarchie veut se draper dans le drapeau bleu, blanc, rouge. Vous connaissez la vieille image, Louis-Philippe la Lafayette prend Louis-Philippe dans ses bras et ils s'embrassent au beau milieu du drapeau bleu, blanc, rouge. C'est pas très ragoûtant, mais peu importe, l'image frappe. Louis-Philippe a cette obsession de la monarchie nationale. Et la monarchie nationale, la monarchie bleu, blanc, rouge, c'est une monarchie qui se réconcilie avec Napoléon, entre guillemets, quand je mets le mot réconciliation. Il y a un élément purement anecdotique, mais très important dans le mémorial de Sainte-Hélène, qui est probablement le plus grand fake news du premier tiers du XIXe siècle. Napoléon dit: j'aurais jamais dû mettre Grouchy maréchal de France, ce qui est absurde. J'aurais dû mettre Gérard, Molitor et Excellence. Et que fait Louis-Philippe arrivé au pouvoir? Il nomme maréchal de France Gérard, Molitor et Excellence. Vous savez, pour la petite histoire, pardonnez-moi, une petite digression, pardon. Au moment de la bataille de Waterloo, Grouchy a justement Gérard et Excellence avec lui, et on entend le canon. Ils sont en train de poursuivre Blücher, on ne sait pas trop où il est. Enfin, il faut aller par là, on va par là. Et on entend le canon, et Gérard dit à Grouchy: écoutez, ça y est, le combat est engagé, Napoléon a attaqué Wellington, il faut y aller. Il dit: non, j'ai pas reçu les ordres, encore un. Donc, il ne bouge pas, et à un moment donné, Gérard dit à Excellence: écoute, je vais finir en conseil de guerre, je vais être fusillé, je lui éclate le cerveau, et on fonce, et on va aux côtés de l'empereur, et puis après, il m'arrivera ce qui m'arrivera. Et Excellence lui dit: t'es fou, fais pas ça. Est-ce que véritablement Gérard a proposé de mettre une balle dans la tête de son maréchal? Grouchy, c'est douteux, mais peu importe. Napoléon a dit dans le mémorial de Sainte-Hélène que Gérard voulait mettre une balle dans la tête de Grouchy, c'est un homme bien, il devient maréchal de France. Je ne vais pas être chose vue, il faut lire dans chose vue le reportage que fait Victor Hugo du retour des cendres de Napoléon. Il est à Paris, il assiste tout. C'est mieux qu'un reportage de Paris Match. Et il n'y a pas de photo. Mais vous avez au moins le choc des mots. Et c'est un portrait absolument extraordinaire. En plus, il y a des climat, il fait gris, il pleuviote un peu, on a un peu froid, les gens remontent leur col, et puis tout d'un coup, il y a le catafalque qui apparaît de Napoléon, il y a des salutations dans la foule Shabadabada. Hein, on est dans Napoléon le Grand avant Napoléon le Petit, c'est quelque chose de formidable. Et Louis-Philippe qui organise ça, en toute innocence. Vous avez Versailles, dont on a parlé, la galerie des batailles, et Dieu sait que les batailles de Napoléon sont glorieuses, et on n'en rate pas une. Hein. Allez voir la galerie des batailles, c'est extraordinaire, il n'y a qu'une femme qui est représentée, c'est Jeanne d'Arc. Après ça, il n'y a que des hommes. Et avant aussi. Donc voilà, vous avez pardon pour cette digression, vous avez cette monarchie qui va exalter le souvenir napoléonien. Ça ne plaît pas tellement, dit le parent. Dangereux tout ça. Mais bon. Donc il va mener une lutte, et petit à petit, cette opposition va essayer de se regrouper autour de personnalités importantes. Il y a Odilon Barrot, il y a Thiers, qui finalement, à partir du moment où on le renvoie du ministère, le roi ne peut pas être bon, puisqu'un bon roi n'aurait jamais renvoyé sa personne du ministère.
Vous avez des gens comme Charles de Rémusat, comme Duvergier de Horace, des gens qui réfléchissent et qui sont très marqués par ce qui se passe en Angleterre. Alors, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Patrick Louis en parlerait mieux que moi. C'est la réforme du maréchal du général Wellington, un vainqueur de Waterloo, qui est un homme politique important. En France, on n'étudie pas assez. Et Wellington a été très marqué par la révolution de 1830, très marqué. Et il se dit, si on veut pas que la même chose nous arrive chez nous, il faut absolument faire des réformes. Et vous savez que Wellington va être à l'origine de deux réformes très importantes. D'abord, l'abaissement du cens électoral. Il y aura 3 réformes jusqu'en 1884 qui aboutiront au suffrage universel des hommes. Et deuxième élément, c'est des mesures pour lutter contre la discrimination à l'égard des catholiques. Donc, vous voyez, la France influence d'autres pays d'Europe. Il y a un autre pays que vous connaissez très bien, la Belgique. Si aujourd'hui le roi des Belges est roi des Belges et non pas roi de Belgique, c'est en partie en imitation de la charte de 1830. Sur les questions, une question sur laquelle Odilon Barrot a, dans le sens, pas tellement de point de vue, c'est la question algérienne. La question algérienne. Il faut en parler, parce que il est de bon ton de dire oui, Louis-Philippe, c'est formidable, c'est la paix. C'est la paix, Shabadabada, avec Guizot, la paix avec l'Angleterre, effectivement. On dit juste une petite chose, c'est que pendant 14 ans, nous sommes en Algérie, que j'ai pas ouï dire que la conquête de l'Algérie était une partie de campagne avec des campings à l'appui, des pique-niques à l'appui fort sympathiques demandés aux Algériens, et qu'il y a quand même un truc avec un général dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le général Bugeaud, qui a une spécialité, héritage de la Révolution, les enfumades. Quand des gens sont pénibles, quand ils n'acceptent pas l'autorité de la France qui vient les libérer, on les met dans une grotte, on ferme la grotte, on met un feu devant, qui fait qu'ils sont gentiment fumés, cuits à point. Bon. Moi je veux bien qu'on parle de paix, mais si ça c'est la paix, je n'ose imaginer ce que peut être la guerre. Alors vous le savez, ça va avoir une utilité, entre guillemets, ça va permettre aux fils de Louis-Philippe d'acquérir quelques titres de gloire. Hein. Vous avez tous vu, si vous allez à Versailles, ne ratez pas la prise de la semaine d'Abdelkader par les troupes du dommage le 21 février 1843, je crois. Le tableau fait 21 mètres. C'est d'un orientalisme kitsch. Il ne faut surtout pas rater ça. C'est vraiment, c'est totalement faux, mais c'est magnifique. C'est l'Orient l'Orient, le Maghreb tel qu'on s'imagine. Alors, Vernet y était allé. Hein. Enfin, il a réécrit quand même, il a réinventé beaucoup de choses. Et voilà. C'est l'art. C'est l'art, absolument. C'est la liberté de l'art. Hein. Donc, sur cette question-là, non, c'est pas, c'est l'homme des questions intérieures. Et petit à petit, finalement, une ligne politique se met en place, favorisée par un Guizot qui refuse toute forme de discussion, de réforme, de changement. On va essayer de mettre en place des réformes. Et la principale réforme doit être la réforme électorale. Il faut faire baisser le sens. Alors il y a un mot qui aujourd'hui ne veut plus rien dire, il faut qu'on l'utilise, mais qui n'a pas du tout le même sens avec ce qu'il y a à l'époque, c'est le mot des capacités. Il faut permettre aux capacités de voter. Bon. Les capacités, les universitaires, les enseignants, un certain nombre de notables qui n'ont pas encore le droit de vote. En gros, il s'agit de faire un geste, de proposer finalement au gouvernement d'élargir à peine le droit, mais au moins il y aurait quand même il y a quelque chose. C'est une première étape. Niet. Guizot est totalement allergique à ça. Alors, il y a dans ce groupe-là un personnage qui va jouer un rôle important, qui est une vigie intéressante, c'est Tocqueville. Tocqueville est député, et c'est quelqu'un qui très vite comprend que monte également dans la société française un sentiment d'égalité, une volonté d'égalité. Vous savez, il y a un très beau discours de Tocqueville qu'il faut lire. C'est le discours qu'il prononce le 27 janvier 1848 à la Chambre des députés, où il engueule les députés de tous bords en disant « Regardez un peu cette volonté d'égalité qui monte dans le pays. Comment est-ce que vous ne la comprenez pas ?» Pensez, remettez-vous dans le contexte, pensez par exemple aux dessins. Pardonnez-moi, pensez à Daumier par exemple. Daumier, c'est un peintre d'abord, hein. Il
voulais pas qu'on me présente comme un caricaturiste, qui est un peintre, un dessinateur, et ces caricatures, ces dessins, si tu préfères, sont quand même révélateurs de tous les dysfonctionnements de cette monarchie. Il y a quelque chose qui va marquer la gauche dynastique, c'est la question des fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent se faire élire. D'ailleurs, on favorise l'élection des fonctionnaires. Et c'est bien les fonctionnaires. Parce qu'ils ont des chefs de bureau. Les chefs de bureau leur disent ce qu'ils doivent faire. Et donc, quand vous avez des fonctionnaires au Parlement, eh bien, vous êtes sûr que les lois passent. Et puis, vous avez ça, Daumier s'en donne à cœur joie, tous les petits trafics amicaux de décoration, de subventions, qui commencent déjà. Hein. Vous vous rappelez sans doute du fameux dessin, je crois, de Daumier, où on voit Louis-Philippe assis sur une chaise percée, et de son auguste séant tombent des subventions, des décorations, etc. Il y a ce sentiment très fortement poussé et de plus en plus suivi par une partie de l'opinion publique, que finalement cette monarchie, elle n'est pas mauvaise, mais elle fonctionne mal. Il faut la faire fonctionner bien. D'où la réforme. La réforme avec un grand R. Il y a un journal qui va porter ça en partie, car il y a eu une presse fort intéressante à l'époque, qui s'appelle Le Siècle. Même si déjà dans les années 1840, un courant républicain extrêmement important commence à naître. Vous avez un journal dont le nom m'échappe, et c'est le National, qui est dirigé par un type qui s'appelle Armand Marrast, qui va être le grand journal républicain de la période. Alors vous avez la question que se posent ces gens-là, c'est que faut-il faire? Faut-il s'entendre avec les républicains? Ou faut-il au contraire tenter de convaincre les ministres? Alors on va essayer de faire les deux, sans grand succès. Sans grand succès, et vous savez, il y a deux événements qui vont coûter cher à la monarchie. Il y a d'abord cet événement qui, je dirais, qui relève du fait divers, mais qui est très important, la mort du duc d'Orléans en 1842. La mort du duc d'Orléans en 1842 est une catastrophe. Qu'aurait-il été comme roi? On peut toujours tout échafauder. Hein. Et à partir du moment où il n'a pas régné, on peut tout imaginer. N'empêche qu'il a, dans l'opinion, l'image d'un homme qui est prêt à faire évoluer les choses. Et si vous avez un jour l'occasion, il faut lire ses mémoires. C'est un personnage tout à fait étonnant. C'est un osseur. Hein. Les Orléans à l'époque ne vont pas souvent à l'église. C'est assez rare. Ça a changé depuis. Hein. Et à l'époque, ils ne vont pas souvent à l'église, et les médecins disent, j'avance vite, parce que Maître Renouvellement veut qu'on aille vite, les médecins disent à Louis-Philippe, écoutez, il a une vie de patachon, ça suffit, il va s'épuiser avant même d'avoir la chance d'être roi, envoyez-le à la campagne. On l'envoie à Meudon. Aujourd'hui, la campagne est à Meudon, et le duc d'Orléans est furieux, il dit à Louis-Philippe, qu'est-ce que tu vas foutre à Meudon? Vraiment ce niveau. Et Louis-Philippe lui dit, tiens, contact, écrivez vos mémoires. Il n'a pas 35 ans, et il dit, il écrit ses mémoires. C'est absolument passionnant sur la fin de la monarchie de Juillet. Il meurt en 1842, vous savez qu'il a épousé une princesse allemande, ça commence, femme remarquable, une princesse de Mecklembourg, qui est véritablement Hélène, qui est vous savez, la musique de Napoléon, on dit de la duchesse de Angoulême, c'est l'homme de la Fédé. On pourrait dire ça de la duchesse de Mecklembourg. Dans la Révolution de 48, elle est magnifique. Bon, il meurt en 1842, il faut organiser la régence. Il y a un enfant qui est né en 1838, le comte de Paris, il a 4 ans. Le vieux roi a dépassé proche des 70 ans. Il peut mourir demain. Qui mettons comme régent? Et là, Guizot fait quand même un très grand numéro. Il ne dit pas question de la régente, il faut que le duc de Nemours soit régent. Or, le duc de Nemours, on le sait très bien, c'est un homme, il est guizotiste. Il est pour le statu quo. Donner la régence à Nemours, c'est envoyer un signe à l'opinion publique. C'est comme ça maintenant, ça sera comme ça demain, ça sera comme ça après-demain, on ne changera rien. Hein, l'opposition dynastique, la fameuse gauche de Barrot et de Thiers, tente absolument de convaincre le gouvernement que non. Alors ça a une importance tout à fait importante en 1948. En 1948, vous savez, on tente de proclamer la régence de la duchesse d'Orléans. Et un certain nombre de députés disent, ah mais c'est pas légal. Le régent, c'est le duc de Nemours.
Donc, il y a ce premier élément, et il va y avoir la crise économique de 1946. Vous savez, tous les étudiants et les lycéens ont appris ça. Ça part d'Irlande, la fameuse crise de la patate, etc. Bon. La crise économique touche la France, et malgré les tentatives, notamment à l'époque, le gouvernement demande à Rothschild d'intervenir dans un certain nombre de secteurs, notamment ferroviaires, qui se cassent la gueule. Rothschild donne de l'argent. Il y avait une très belle exposition à la Bibliothèque nationale sur Louis-Philippe et les Rothschild, et qui était passionnante, parce qu'on montre bien comment les projets industriels et économiques français ont été soutenus par Rothschild, qui dépense beaucoup pour Élie Guizot. Mais malgré tout, malgré l'argent de Rothschild et d'autres de la suite, la situation s'aggrave. La situation s'aggrave et l'agitation gagne. Et puis, ces dernières années de la monarchie de Juillet, il y a une mutation intellectuelle importante. Qu'est-ce que j'appelle une mutation intellectuelle importante? C'est que l'Empire est réhabilité, c'est tiers, et la Révolution est réhabilitée. On peut toujours dire que les livres ne sont pas convaincants, mais l'histoire des Girondins de Lamartine, c'est un véritable succès de librairie. La Révolution ne fait plus peur. Et vous avez une jeune génération de républicains qui finalement, face, j'allais dire au vieux Guizot, n'exagérons rien, mais face à un homme qui est déjà en place depuis longtemps, et face à une monarchie qui paraît totalement statique, eh bien la contestation va se faire jour. Voilà, en 1947, il y a une tentative. On veut essayer de trouver une idée nouvelle. Et on trouve une idée. C'est un Anglais qui inspire ça. Ils sont partout, ces gens-là. Monsieur Cobden. Et Monsieur Cobden, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il est à l'origine de banquets qui sont organisés en 1846 en faveur du libre-échange. C'est le moment où l'Angleterre devient libre-échangiste. Et Cobden dit au Odilon Barrot, écoutez, si ça a marché pour nous sur le libre-échange, ça peut marcher pour vous par les femmes lecteurs. Donc on ne fait pas de manifestation publique, on ne va pas dans la rue, on organise des banquets, et pendant les banquets, on porte un toast. Et donc on porte un toast, et on porte un toast au roi, bien sûr, Odilon Barrot y tient beaucoup, on porte un toast à la réforme. Et naturellement, votre aimable réunion privée regroupe 300, 400, 500 personnes, c'est pas une réunion de famille ni une première communion. Et à partir de 1947, il y a une campagne des banquets qui est lancée. Une campagne des banquets qui a un succès certain, qui regroupe au départ, je dirais, toutes les tendances de l'opposition. Du centre-gauche, voire même parfois du centre-droit, avec du Verger de Horan, Adrien Pomtière, comme Barrot, et puis on associe les Républicains. On associe un personnage comme Le Dru-Rollin, et il y a un succès considérable de ces banquets. Il y a juste un très léger problème, au tout petit. C'est que de plus en plus, les républicains prennent le pas sur les dynastiques à l'intérieur de la campagne des banquiers. Et là encore, la gauche dynastique va finalement prendre peur, d'une certaine manière. C'est encore la rue qui arrive, c'est encore les républicains, c'est encore la terreur, c'est encore la niette. Et je dirais que, pour aller vite, et je termine, ils ne vont pas aller... Oui, bon, on s'en fout. Ils ne vont pas aller assez loin, ils vont reculer. Et à force de reculer, finalement, ils finissent par se faire dépasser par les événements. Alors, juste un mot, je termine. Alors, sur la révolution de 1848, encore une fois, il faut lire Victor Hugo. Il y a une description extraordinaire. Vous connaissez le personnage, au moins le nom de métro, Rambuteau. Rambuteau est préfet de Paris. Le 24 février au matin, Victor Hugo va tâter le pouls de l'opinion publique dans les rues de Paris. Il rencontre Rambuteau à gare. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes préfet de police? Au bureau. Il y a des gens qui sont rentrés dans mon bureau, qui m'ont dit sortez. Je dis, je suis sorti. Ah bon? Il dit Victor Hugo. Mais que dit votre ministre? Oh, il n'est plus ministre. Comment il n'est plus ministre? Et le gouvernement? Oh, y a-t-il encore un gouvernement? Enfin, c'est quelque chose, c'est un portrait absolument extraordinaire. Et donc, Victor Hugo se précipite à la Chambre des députés, où il rencontre différents hommes politiques, qui lui demandent qu'est-ce qui se passe? Où en est l'opinion? Qu'est-ce qu'on demande? C'est tout à fait extraordinaire. Vous voyez, ces hommes, ces femmes, ces hommes, pardon, qui sont complètement perdus. Que dire? La monarchie est emportée en 2 jours. Elle est emportée en 2 jours, pas tellement parce que la force de l'opinion courant est puissante. Le romantique Victor Hugo fait une description de l'invasion de la Chambre des députés par le peuple de Paris, qui est absolument extraordinaire. C'est un peu plus compliqué que ça.
mais parce que tout simplement, on ne prend pas vite les décisions qui s'imposent. On met près de 24 heures à foutre dehors Guizot. Quand Guizot est viré le 23 février à 9 h du soir, qu'est-ce qu'on fait? On nomme Mollet. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginez que sous le feu de l'émeute, on vire M. Philippe et qu'à la place, Macron nomme Castaner. C'est exactement ça. Vous avez tout de suite le sentiment d'un changement profond. Et que fait Mollet? Il met 3 heures avant de se manifester. Il arrive à minuit. Et à minuit, il dit non, finalement non. On n'a de nouveau plus de président du Conseil. À 1 h du matin, on va chercher Thiers. Il hésite. Il réfléchit. Il aimerait que Odilon Barrot soit nommé ministre. Barrot lui rentrait chez lui tranquillement. Il dort. Alors que dans Paris, c'est quand même l'émeute qui prend de plus en plus d'ampleur. Puis finalement, il dit non. Il est 5 h du matin. On va chercher Odilon Barrot dans son lit. Il dit vous êtes président du Conseil. Bon. Et Odilon Barrot va tenter de faire, je dirais, l'impossible, mais c'est déjà trop tard. Pensez que le dernier débat de la monarchie de juillet, il est fait au milieu de députés qui ont à côté d'eux sur les bancs des charpentiers, des différents ouvriers du bâtiment. Très sympathique d'ailleurs, Victor Hugo dit, ils engagent la conversation avec leurs voisins et c'est un foutoir absolu. Et on ne cesse de dire à Odilon Barrot proclamer la régence. Ah non, il faut d'abord faire les attendus, expliquer, comme au tribunal, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui a fait qu'on en est là, qu'est-ce que le gouvernement peut faire. Et pendant ce temps-là, la population rentre de plus en plus dans la Chambre des députés. Il y a 2 régiments de l'autre côté du pont de la Concorde qui attendent l'arme au pied. Personne ne dit, mais on pourrait peut-être mobiliser ces 2 régiments, faire évacuer l'Assemblée et reprendre les discussions. Non. Et à la fin, la duchesse d'Orléans, héroïque, le grand homme de la famille, qui est venu avec son fils pour se faire proclamer, eh bien attend gentiment qu'on veuille bien lui donner la parole pour annoncer qu'elle accepte la régence. On ne lui la donnera jamais. Et finalement, le Dru-Rollin arrive avec quelques républicains, il monte à la tribune, il dit « Vive la République, elle est proclamée ». Et tout le monde fout le camp et c'est terminé. Et Odilon Barrot dit « Je suis rentré le soir chez moi avec des sentiments amers ». Effectivement, on peut comprendre les sentiments amers d'Odilon Barrot, et Victor Hugo est dur. Et Dieu lui dit il est fiable, Victor Hugo? je crois, oui, quand même. Pour une raison très simple. C'est que Victor Hugo a une grande sympathie pour les Orléans. Et ce qui est frappant, aussi bien quand on lit Odilon Barrot que quand on lit Victor Hugo, sont tous d'accord, c'est que les leaders politiques républicains de l'Assemblée, en tout cas, ne sont pas favorables à la République. Il y a un nom que vous connaissez tous, qui est François Arago. Arago est de ceux qui poussent Odilon Barrot à proclamer la régence très vite. Et le discours qu'il a est très simple. Le peuple français n'est pas prêt à la République. C'est trop tôt. Il ne renonce pas à la République. Il dit simplement les Français ne sont pas aptes à avoir la République. Si on y réfléchit un instant, je reprendrai peut-être plus tard avec vos questions, si vous en avez. 3 ans après, on a Louis-Napoléon Bonaparte. Et pensez que moins d'1 an plus tard, au mois de décembre, Louis-Napoléon est élu au premier tour de l'élection présidentielle avec 75% des voix. Thiers aura un mot magnifique et un mot juste. Il n'avait pas besoin d'avoir un programme, il avait un nom. Voilà, merci, pardon, j'ai été beaucoup trop long. Alors, Jean-Marie m'avait annoncé une conférence de 10-12 minutes parce qu'il avait très peu à dire et qu'on passerait très vite aux questions. Puis à table. Merci Jean-Marie, en tout cas c'était très précis, très complet. Vous avez 1 quart d'heure pour poser des questions. Je vous en prie. Régine. Ma connaissance, oui, il y en a eu. Oui. Il parle très peu de sa famille dans ses mémoires, hein, c'est pas son truc. Je crois que ce qui est très intéressant dans ses mémoires, c'est l'homme qui veut se justifier. Il y a une justification. Pourquoi j'ai échoué? Il échoue 2 fois. Il échoue en 1948. La deuxième fois, il échoue face à Louis-Napoléon Bonaparte. Je voudrais juste, si tu permets, rebondir sur ta question pour rappeler quelque chose. Il est, après décembre 1948, nommé président du Conseil. Bon, je ne comprends pas dire pas très bien pourquoi il y va. Il y va parce que finalement, il faut asseoir la République. Finalement, elle est là, la République. On n'a pas voulu, on n'a pas souhaité, mais bon. Et il a une pratique gouvernementale intéressante. Il fait une sorte de gouvernement de coalition.
tu as des légitimistes, tu as des orléanistes, tu dois bien trouver quelques républicains, mais après les élections de mars de 1849, il n'y en a pas beaucoup dans la majorité. En fin de compte, c'est une assemblée plutôt monarchiste. Et puis il y a un président du Conseil et un président de la République, qui est quand même un peu bonapartiste, si j'ose dire, dont tout le monde se méfie, qui est en même temps le comique de service. Il ne faut jamais l'oublier. Il a fait 2 tentatives de coup d'État. L'un en 1836 à Strasbourg, l'un en 1840 à Boulogne, qui se termine de manière catastrophique. Le deuxième, il est arrêté. Il finit au fort de Ham. Il accomplit d'ailleurs un exploit qu'il faut saluer, puisque non seulement il s'évade, mais il fait autre chose avant de s'évader. Il fait 2 enfants à sa blanchisseuse. Ce qui est quand même... heureusement, il y a la princesse Mathilde, dont la carrière a consisté à être la nounou des bâtards de Napoléon III. Il arrive à s'évader de manière géniale. Il se dit rigolote en plus. Toute la presse se marre. Même les gens qui ne sont pas bonapartistes disent c'est un très beau coup réussi. Bon, M. Badinguet, ça lui restera longtemps. Donc finalement, c'est un type un peu étonnant. Il ne parle pas très bien français. Il a un accent allemand coupé au couteau. Quand il est élu député en septembre 48, il y a les partiels, il gagne toutes. Et tout élu. Hein. Et quand il se présente à l'élection présidentielle, en gros, beaucoup rigolent. C'est qui ce type-là? Toute la classe politique a son candidat. C'est le général Cavaignac. Le général Cavaignac est battu parce que le peuple, beaucoup de gens ne lui pardonnent pas la répression de juin 48, qui est terrible. Et Odilon Barrot est favorable à la répression. Il ne faut jamais oublier, ces gens-là vont vivre dans le trauma. 48, c'est encore une révolution. Et n'oubliez pas qu'il y a une gauche républicaine qui mime, qui singe la révolution. On recrée un club des Jacobins. On intervient, on envahit plusieurs fois l'Assemblée, ne serait-ce que pour faire reporter les élections. C'est hors de question. On ne recommencera pas 93. Et on vous parle toujours de l'affaire des ateliers nationaux, parce que je ne reviendrai pas, mais l'élément qui va être important, c'est aussi qu'on va casser la révolution. Et dernière chose, ça c'est Tocqueville qui développe cette piste et qui est intéressante. La province ne veut pas que Paris dicte sa loi. Et Tocqueville raconte qu'il retrouve à Paris des gens de sa circonscription qui sont là, des petits notables, ils ont des pistolets à la ceinture. Hein, c'est Dark Vador sur Manche, et ils vont aller mettre des coups de pistolet à espèce de crétins qui veulent imposer la loi à l'Assemblée. Tocqueville n'est pas neutre dans cette affaire. Mais c'est intéressant. Il y a donc cette répression farouche qui est faite. Hein, et l'homme qui a été le glaive qui a sauvé la République, entre guillemets, c'est Cavaignac. Bonaparte, c'est l'élément qu'on ne veut pas, qui vient un peu, comment dirais-je, fausser le jeu. Mais il est élu. Et comment 75% des voix, ça veut dire quoi? Lamartine fait 280 000 voix. Lui, il se rêvait un destin national, Lamartine. Et on lui dit, retourne à ta poésie, camarade. Raspail et le Dru-Rollin se font botter les fesses. Hein, le Dru-Rollin, grand avocat républicain, l'homme de février 48, qui a proclamé la République, etc. Out. Cavaignac s'en sort pas trop mal. Mais bon, Louis-Napoléon s'en sort très bien. Et donc, on va former un gouvernement. Il y a une question qui va être centrale, c'est la question italienne. Vous vous rappelez que 48, c'est une révolution européenne. Et l'Italie est en proie à de très forts bouleversements. Et notamment les États pontificaux sont en proie à une révolution. Pie IX est chassé de Rome, on proclame la République romaine. Que va faire la France? Barrault, et Tocqueville ont Louis-Napoléon quand même à l'œil. Ils connaissent leur histoire. Louis-Napoléon est très prudent au départ, il laisse faire ses ministres. Et quelle est l'idée en gros qui va émerger? Il faut que la France rassure l'Europe. Nous ne sommes pas des révolutions. Nous ne recommençons pas 93. Encore. Une obsession. Et donc on va quand même intervenir, parce qu'il y a quand même une question qui préoccupe, c'est les Autrichiens. Pas question de laisser l'Autriche dominer l'Italie. Donc il faut intervenir dans cette affaire. Alors que préconise Odilon Barrot avec l'appui de Tocqueville? On va intervenir militairement, envoyer des troupes. Et tu sais peut-être, c'est le maréchal Oudinot qui dirige le corps expéditionnaire français. Donc on va prendre Rome d'assaut, pas un très gros assaut quand même, et on rétablit le pape. Et en échange, le pape s'engage à mettre en place une constitution libérale pour les États pontificaux et à libérer tous ceux qui ont été arrêtés. Formidable. Il y a juste un très léger problème, tout petit. C'est que le pape fait ce qu'il veut et qu'une fois qu'il est revenu au pouvoir, il rétablit
entre guillemets, une monarchie absolue dans les États pontificaux. Qui sait les couillons? Et Louis-Napoléon ne manque pas de faire savoir son très vif mécontentement, sa grande peine, sa consternation. Naturellement, il y a de question de mettre en cause l'honnêteté et la probité des ministres. Mais enfin, lui, n'aurait peut-être pas fait comme ça. D'ailleurs, il y a un aide de camp qui a un nom qui sonne bien, c'est le fils du maréchal Ney. Et dernier point sur lequel je voudrais insister avec vous. En octobre 1949, Louis-Napoléon décide de passer à l'action. Il renvoie le ministère Barrot. Question. A-t-il le droit de renvoyer le ministère? Soyons très clairs, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Odilon Barrot l'explique dans ses mémoires. C'est très intéressant parce que vous retrouverez le même type d'argumentation plus de 100 ans après de la part de Chaban-Delmas face à Georges Pompidou. Il dit Louis-Napoléon est élu au suffrage universel. Et Dieu sait qu'il a été bien élu. Je n'ai pas, moi, le droit moral de m'opposer à une décision du président de la République. Et Louis-Napoléon, qui est un homme magnanime, avait envoyé le fils du maréchal Ney, son aide de camp, et il offre à Odilon Barrot la Légion d'honneur et également sa lettre de démission. Odilon Barrot accepte la démission et refuse la Légion d'honneur, considérant qu'en tant que ministre, il avait fait son devoir, qu'il n'y avait pas besoin qu'on le décore. Mais tu vois, à ce moment-là, on marche vers le coup d'État, on va nommer un ministère aux poules, et le dernier geste que fera Odilon Barrot, c'est avec Tocqueville, de soutenir le projet de réforme. Parce que Louis-Napoléon, très habile, dit, moi je veux simplement redevenir président de la République, c'est quoi cette disposition qui m'interdit de me représenter pour 4 ans? Et Tocqueville et Barrot, qui sont intelligents, voient très bien la manœuvre. Ils disent, il faut soutenir le président de la République. Effectivement, pourquoi devrait-il être président uniquement 4 ans? Malheureusement, les parlementaires refusent. Et c'est la porte ouverte au coup d'État. La réforme avortée, c'est juillet. Le coup d'État, c'est le 2 décembre. C'est la fin de la carrière de Odilon Barrot. C'est aussi la fin de la carrière de Tocqueville. C'est que Tocqueville fera un dernier livre, qui sera l'Ancien Régime à la Révolution, livre inachevé. Odilon Barrot retourne à sa carrière juridique. La seule chose qu'il fera, c'est qu'il prendra position en faveur des Polonais insurgés en 1864. Mais c'est fini. Et puis il acceptera très vieux, à plus de 80 ans, de nommer par Thiers, son vieux copain, entre guillemets, vice-président du Conseil d'État. Et il sera 1 an, alors on fera, dans ses avis nécrologiques, il dira, vraiment quel juriste admirable c'était, il était sourd comme un pot quand même. Hein. Mais malgré ça, son état de surdité très prononcé, il a rendu des services absolument considérables, dont d'ailleurs personne ne se souvient. Mais voilà. Donc tu vois, c'est quand même l'échec d'une génération. L'échec de gens qui ont été obsédés par la Révolution, qui ont été obsédés par les débats. Il y avait des raisons pour cela. Mais qui à un moment donné n'ont peut-être pas su, je dirais, n'ont pas eu la souplesse d'esprit de passer à autre chose et de sortir, entre guillemets, d'un certain légalisme. Ce qui les a, alors que Louis-Napoléon n'avait aucun problème à sortir d'un certain légalisme. Il ne lui a posé aucune difficulté. C'est génétique. Jean, la veille du coup d'État. Pardon? Napoléon. Oui. Il a fait arrêter beaucoup de gens. Pas mal, oui, une bonne partie des députés. Oui. Mais il en a fait libérer beaucoup très vite. Odilon Barrot a été arrêté, il a dû faire 15 jours en prison. On ne peut pas dire qu'il était... Non, mais c'était juste, il en avait juste besoin au moment du coup d'État. Oui, tout à fait. Une fois que le coup d'État a été fait, et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure au début de mon intervention, Paris ne bouge pas, et la province ne bougera pas beaucoup non plus. Le coup d'État, en fin de compte, ceux qui sont contre s'abstiennent. Ils s'abstiennent au plébiscite, ils s'abstiennent de manifester. Il y a une sorte d'exil intérieur. Il y a quelques personnages qui font un exil tapageur et qui est bien extérieur. Lui, tu le sais, c'est Victor Hugo, qui va rentrer en guerre contre Napoléon le Petit. Mais sinon, voilà. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que peut-être à partir de 1863, il pu y avoir à nouveau ces gens de la gauche dynastique qui auraient pu revenir sur le devant de la scène. Thiers se fait élire en 1863. Barrot est candidat à Strasbourg. Il est battu. Il réussira jamais. Voilà, pardon. J'ai un peu développé au-delà de ce que tu m'avais demandé. J'espère que tu m'en tiendras pas trop rigueur. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. On a 2-3 minutes. Et c'est l'avantage de parler beaucoup,
Il n'y a plus jamais, le public est assommé et il n'y a plus de questions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir manier. Il y a eu une évolution, de Barreau. Il est quand même assez compliqué à cerner sur certains points, parce que il y a ses mémoires, mais ces mémoires. Elles ne sont pas neutres. Oui, c'est lui qui les écrit. Donc, bon, voilà, il y a toujours quand même un petit problème. C'est ce genre de choses. Mais c'est quand même, sous Louis-Philippe, il apparaît quand même plutôt comme un homme du parti du mouvement. Absolument. Or, sous le prince-président, il est du parti de l'ordre. Ah, il est du parti de l'ordre. Ça, c'est très clair. Mais là, si tu veux, je crois qu'il y a sa formation intellectuelle. Il joue quand même un rôle dans le déclenchement de la révolution de 48, d'une certaine façon. Il participe au banquet. Mais oui, et si tu veux, au moment où il y a de l'effervescence et où Guizot s'obstine, il fallait jouer le jeu, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait prendre la tête. Tu sais, c'est ce qu'il y a sur l'image. Hein. Il fallait prendre la tête du mouvement réformiste, quitte à rentrer, au moins partiellement, dans l'illégalité. On a quand même l'impression qu'il fait partie de ces gens qui lancent beaucoup de trucs, et au moment où ça arrive, non, finalement. Tout à fait. Non, ça fait. Attends, on verra. Oui, il est toujours temps d'attendre. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ces gens-là, ça c'est ce que dit Victor Hugo. C'est pas un politique. Et on secoue beaucoup de choses, hein. On lance beaucoup d'idées, mais concrètement. D'ailleurs, j'avais vu que, parce que c'est aussi, je ne sais pas si ça joue, ça veut dire quelque chose sur son caractère, mais en effet, il descendait Louis XVIII au moment de la première restauration, en fait, à côté, qui était très ému du départ, etc. Une grande sensibilité à l'égard de la personne de Louis XVIII, avec qui, après, bon, c'était un peu plus compliqué, etc. Et son poste à la Cour de cassation, il l'obtient quand même en grande partie parce qu'il est l'adjoint d'un conventionnel qui était un ami de son père, mais un conventionnel qui lui a été régicide. Absolument. Et qui est donc démis de ses fonctions. Oui. Et c'est grâce au fait que ce type soit démis de ses fonctions qu'il obtient son poste. Mais c'est un bon opportuniste. Hein. Oui, il sait quand même aussi jouer de. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a plus une dérogation pour cette nomination, parce qu'il est trop jeune. Voilà, il est trop jeune. Et il dit bah oui, je suis déjà dans la place, est-ce que vous pourrez pas me nommer? Tout à fait. Voilà, oui. D'ailleurs, celui qui est viré, est tout à fait d'accord pour que ce soit lui. Enfin, c'est aussi un ami de son père. Oui, c'est un ami de son père. Voilà, donc il y a. Il y a un côté quand même. Bon, c'est pas bon. Mais si tu veux, il y a une chose à laquelle je pensais, c'est les hommes d'une génération. Je dirais qu'après l'édition 50, ils sont plus dans le coup. Oui, je crois qu'ils comprennent plus. Ils comprennent plus. Et il y a un auteur que. Puis alors, il y a quand même un côté, c'est quand même Louis-Philippe, je veux dire, la réhabilitation de Napoléon, il a réussi à 100%. Ah, complètement. Ça, il a bien réussi son coup. Ah, c'est un coup de génie. Ça, c'est contre lui. Voilà. Il a magnifiquement bien Tout à fait. mais contre lui. Contre lui-même. Et ça, alors qu'il y a quand même. Il y a malgré tout, il y a un refus de la tyrannie. Et je n'ai pas développé, parce que l'intérêt d'Odilon Barrot pour la décentralisation, c'est pour éviter qu'on ait de nouveau. Parce que finalement, Napoléon, ce qu'il a légué, c'est quand même, aux yeux de Barrot en partie, la centralisation. Et donc, lutter contre, entre guillemets, la tyrannie bonapartiste, ça suppose décentraliser. Il faut comprendre ce qu'il entend par décentralisation. Parce qu'à l'époque, les maires et les conseils municipaux sont nommés par le gouvernement. Donc, ils considéraient peut-être que ce que nous avons aujourd'hui est ultra décentralisé. Mais c'est un élément important. La décentralisation de l'État. D'ailleurs, c'est le seul thème sur lequel il est écrit. Il n'a pas fait de la théorie juridique un peu Un peu, oui, bien sûr. C'est pas très. Tout est politique, en fait. C'est bon. Mais c'est un bon juriste. Hein. Il y a quand même, si vous me permettez, si je m'accorde 2 secondes, il y a une anecdote qui raconte dans ses mémoires qui est assez touchante. Vous allez voir, ça va être un peu eau de rose, mais ça va vous plaire. C'est un avocat qui a quand même, on va dire, une clientèle cossue. Un avocat d'affaires, entre autres. Puis un jour, il y a quelqu'un qui vient le consulter, et c'est à l'époque, la classe sociale apparaît d'emblée par le costume qu'il portait, et il se rend compte qu'il a affaire à un ouvrier. Un peu étonné, l'homme très courtoisement, très gentiment lui dit pourquoi et qui a besoin de son aide. Je termine, j'en ai pour 10 secondes. Et Odilon Barrot répond à ces questions, un peu étonné, c'est vraiment quelque chose d'anodin. Et l'homme se lève et s'en va pour partir. Odilon Barrot se lève aussi et l'homme lui tend une pièce. Premier réflexe d'Odilon Barrot, c'est bon, non, je ne consulte pas juridiquement pour une pièce infime, et puis le pauvre, ça va lui prendre de l'argent. Et il se ravise tout de suite et dit non, je vais accepter sa pièce, parce que si je n'accepte pas sa pièce, je le renvoie à sa pauvreté et je l'humilie.
Et il dit, je prends sa pièce et je le reconduis jusqu'à la porte d'entrée, comme je le faisais habituellement vis-à-vis de n'importe lequel de mes clients, et je le remercie d'être venu me voir. Voilà, je termine là-dessus. Merci à vous.